que de passion, nous avons entendu. Merci aux auteurs du Vademecum. Et ce Vademecum est une signature. Nous allons en parler dans cette histoire de l'IFA. Je rappelle que nous fêtons en cette année 2023 les 20 ans. C'est un plaisir immense de voir réunis nos 3 présidents successifs, Daniel Lebègue, Agnès Touraine et puis Denis Thérien. Alors le 21 juillet 2003 étaient déposés les statuts d'un tout nouvel institut sur la gouvernance d'entreprise. Alors nous voici 20 ans plus tard et vous représentez chacun une étape de ce long cheminement qui a été celui de l'IFA. Alors, la gouvernance fait souvent référence à cette capacité à anticiper dans des vents contraires, à garder le cap sur un horizon lointain en faisant force commune pour répondre à une raison d'être. Et vous avez été ces capitaines qui ont maintenu l'ADN et les fondations de l'Institut en jouant des vents et des turbulences qui ont fait et qui font encore aujourd'hui l'évolution de la gouvernance en ne perdant jamais de vue cette mission de l'IFA, accompagner les administratrices et les administrateurs dans l'exercice de leur mission et promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance. Alors Daniel Lebègue, vous êtes un des 3 signataires de ces statuts. Le président fondateur, vous n'étiez évidemment pas tout seul, présidence que vous avez occupée jusqu'en 2014 avec 4 mandats. Vous avez vous-même une longue carrière en tant qu'administrateur avec près d'une douzaine de mandats dans des organisations très différentes et également des fondations. Vous êtes également impliqué fortement dans l'ORS et puis l'IDRIS. Agnès, vous avez repris le flambeau en 2014 jusqu'en 2019. Vous étiez impliqué à l'IFA depuis bien plus longtemps, en 2008, en tant que membre du conseil et du comité de nomination. Vous présidiez également un groupe sur la mixité qui a donné naissance au tout premier rapport sur le sujet en 2007, quelques années, je le rappelle, avant la loi Copé-Zimmermann. Et cette cause est en grande partie votre signature. Vous avez aussi vécu l'histoire, on peut le dire comme ça, avant l'histoire, puisque vous avez été présidente directrice générale de Vivendi. Après avoir passé 10 ans au sein du groupe Lagardère, vous êtes administratrice à la SNCF, chez Rexel, groupe Bruxelles-Lambert et Proximus en Belgique. Votre expérience de la gouvernance est remarquable, tout autant que votre connaissance du gaming et de la tech peut être une caractéristique qui vous relie à Denis. En tout cas, vous avez ce trait commun, Denis, qui a pris le relais de cette présidence dès 2019. Alors Denis, les adhérents et le conseil d'administration viennent de vous renouveler leur confiance, toutes mes félicitations. Vous vous définissez vous-même comme un dirigeant d'entreprise européenne avec un passeport français. Mais surtout, vous êtes un homme de conviction qui défendait l'équilibre économique et social, vision qui fait votre raison d'être, autant en tant que dirigeant qu'en tant qu'administrateur. Voici plus de 30 ans que vous confrontez à l'exercice de cette mission d'administrateur dans des environnements organisationnels les plus différents, divers, en tant que président, mais aussi président de comités spécialisés dans des sociétés cotées, non cotées, grandes ou petites, mais également dans des fondations. Alors Daniel, je vais d'abord me tourner vers vous pour que vous nous parliez du commencement, à la fois de ces premières heures, mais également des années qui ont suivi. Qu'est-ce qui a forgé cette inspiration et la nécessité de créer un institut pour les administrateurs en France? 3 présidents en 20 ans, on est battu uniquement par Air Liquide. En termes de stabilité, de continuité, c'est formidable. Alors, je vais prendre votre question. Il y a une émission de télévision que moi j'aime bien, je ne sais pas si certains d'entre vous la regardent, qui s'appelle « Et au bout, c'est la mer ». On raconte le parcours des grands fleuves. Quel est notre gerbier de Jo à nous, Loire? À mon avis, là, on est à peu près à la hauteur de Gien ou d'Orléans, hein, dans le développement de l'IFA. Pas plus loin, mais on part de rien. Rien, la feuille blanche. En juillet 2003, on n'a pas d'équipe. Si, on est 3. Donc Clémence de Corsia qui est avec nous,
Euh, on n'a pas de locaux. La Chambre de commerce, merci pour son soutien logistique, financier, politique. Mais la Chambre de commerce nous dit, écoutez, je peux vous mettre un petit coin dans la bibliothèque de l'avenue de Friedland. Là, vous aurez quelques tables. Et surtout, mais les créateurs d'entreprises qui sont dans la salle connaissent ce moment à la fois exaltant et vertigineux où on crée une entreprise, on n'a pas de revenus. On n'a pas de revenus. Tout est possible, mais on se dit, est-ce que le sol sera toujours sous nos pieds dans 3 mois, dans 6 mois? Donc ça part comme ça. Avec, je ne vais pas les citer, il y en a un certain nombre dans la salle qui nous ont, qui ont contribué à réfléchir en amont. Moi, je voudrais vous dire ce qui a été pour moi le déterminant. Premièrement, la fin des années 90 et le début des années 2000, c'est le moment où le concept de gouvernance d'entreprise est dans le débat public, entre dans le débat public. Royaume-Uni, États-Unis, France. Rapport Viennot, rapport Bouton. Donc on commence à parler de la gouvernance d'entreprise, mais pas du tout des administrateurs. Donc on va d'abord avec Jean-Florent et quelques autres, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Il y a un institut qui s'appelle l'IoD, Institute of Directors, qui a été créé il y a un siècle, qui a à ce moment-là environ 100 000 adhérents, 100 000 adhérents, et qui porte la voix du monde de l'entreprise au même titre que les dirigeants exécutifs. Il y a une organisation patronale au Royaume-Uni, comme en France, le MEDEF. Mais il y a aussi une deuxième organisation qui porte la voix des administrateurs de société. Premier élément. Deuxième élément, pour ceux d'entre nous, ou celles d'entre nous, Agnès en est, qui ont déjà une expérience comme administrateur, on se dit, être administrateur, ce n'est pas la même chose qu'être dirigeant exécutif. Ce n'est pas la même chose. Les deux fonctions sont éminentes. On a besoin de grands dirigeants exécutifs. C'est eux qui sont à la barre. Mais on a aussi besoin d'administrateurs qui remplissent pleinement leur rôle. Et dans le rapport Viennot, dans le rapport Bouton, oui, on parle de la gouvernance et des bons principes de gouvernance. Mais l'idée qu'il faut faire émerger, je ne dirais pas ce métier encore, mais cette mission-là, être administrateur, c'est une idée neuve que nous voulons porter. Voilà pour moi le gerbier de jonc de l'IFA. À partir de là, comment va-t-on installer quelques fusées, quelques moteurs de la fusée? D'abord, je crois que c'est un choix fondamental et il n'a réussi que grâce à vous tous. L'idée que la dynamique de la gouvernance, c'est l'identification, le partage et la diffusion des bonnes pratiques. Nous ne sommes pas là pour édicter des règles ou des normes. Et je dis ça parce que quand l'IFA pointe son nez, du côté des organisations patronales, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enthousiasme n'est pas là. Et comment va-t-on les rassurer? On va leur dire, mais on n'est pas là pour édicter des règles, et surtout des règles pour tout le monde, pour tout type de société. Non. On va essayer, avec ceux qui font ce métier-là, d'identifier, de partager des bonnes pratiques. Ça, c'est fondamental, et ça le reste. Aujourd'hui, on vient de le voir avec les commissions,
les clubs, les groupes de travail. Depuis 20 ans, c'est des milliers de bénévoles qui ont construit la dynamique de l'IFA. Un réseau Voilà. magnifique, 3200 aujourd'hui, nous l'avons vu. Ceci nous amène aux années 2014 avec vous, Agnès, qui avez posé une empreinte. Je disais que ça vieillissait. Non, une empreinte avec une raison d'être gouvernance et compétitivité. Vous avez aussi donné une signature qui est celle de l'exigence. Alors, ces années 2014-2019 ont été marquées par des évolutions réglementaires importantes, à l'image de la loi Pacte. Quels ont été les enjeux majeurs auxquels l'Institut a eu à répondre ? Merci d'abord, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous revoir. Je reconnais, oui, je revois pas mal de personnes, donc c'est un vrai plaisir. Écoutez, moi, d'abord, je reconnais à Daniel, qui est quand même le père fondateur de la gouvernance en France, quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que je me souviens, moi, d'un des premiers conseils, il y a 20 ans, on ne regardait pas un papier, on déjeunait, il fumait un cigare, parce qu'il n'y avait pas de femmes. Et donc, les temps ont énormément changé. Là où je me suis attachée après, Daniel, c'est de passer vous allez reconnaître mes mots, hein, d'une gouvernance un peu de contrôle, un peu de normes, à une gouvernance de compétitivité. Moi, je suis profondément convaincue que les conseils sont un atout de compétitivité pour les entreprises. Autrement dit, un bon conseil est un atout de compétitivité. Un mauvais conseil conduit très souvent l'entreprise à des catastrophes, ou en tout cas à ne pas savoir répondre à des enjeux. Et donc, on s'est beaucoup attaché à ça, en recentrant bien aussi les missions des administrateurs. Vous allez reconnaître les 4 missions des administrateurs que tout le monde connaît par cœur, que j'ai récité pendant 5 ans, que je vais re-réciter pour la dernière fois, peut-être avec grand plaisir, quelles sont les 4 missions, vous les connaissez tous. La stratégie, bien sûr, la nomination des mandataires sociaux, le contrôle et l'information. Et ça, l'ordre est important. Alors, pour moi, la stratégie est évidemment absolument au cœur des conseils, au cœur de la gouvernance. On n'est pas là, on n'est pas des contrôleurs en chef. On n'est pas là pour critiquer non plus, on n'est pas là pour contrôler, on est là pour contrôler, mais d'une façon intelligente. Mais un bon conseil, c'est un conseil qui est là pour faire réussir l'entreprise. On est là pour faire réussir le management. On est là pour accompagner le management. Et c'est ça la gouvernance. Et c'est là-dessus qu'à l'IFA, on s'est attachés tous ensemble, et tu fais la même chose, à bien remettre au centre ce qui est la mission même de l'entreprise et la mission même du conseil des administrateurs. Donc voilà, c'était essentiellement ça. Sur la loi Pacte, comme vous savez, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mon point, c'est faisons très attention aux régulations. On reparlera de l'ESG peut-être. Je suis terrifiée par les 1000 critères qui arrivent de l'Europe. Il faut que l'IFA, moi je me suis battue vraiment à l'IFA avec les pouvoirs publics. Il faut prendre des positions fortes sur certains sujets. Moi je me suis battue sur la loi audit. Il faut absolument éviter qu'il y ait des réglementations absurdes et favoriser les bonnes pratiques et essayer d'influencer un certain nombre de points. Sinon, on va revenir à de la compliance. C'est un conseil, ça n'est pas de la compliance. Alors, Denis, vous avez dès votre arrivée défendu et porté la vision d'un modèle européen de gouvernance inspiré sans nul doute de votre propre parcours. Vous avez également élargi la mission de l'IFA à toute forme d'organisation, réinstaller l'IFA dans les territoires et puis ouvert un dialogue dense avec les acteurs de l'écosystème de la gouvernance. En quoi ces nouvelles orientations que nous retrouvons dans la nouvelle raison d'être étaient-elles nécessaires, voire essentielles pour l'Institut à cette époque-là ? En 2009, on a fait un calcul sur le nombre d'administratrices et administrateurs qu'il y avait en France. Et il y en avait 400 000, c'est le chiffre que j'ai sorti tout à l'heure. À mon avis, il y en a plus aujourd'hui, il y en a peut-être 500 000. Et l'IFA travaillait énormément et très bien en se focalisant sur le 440 et le SBS 120. Et c'était un petit peu parisien. Et donc, on a décidé d'ouvrir énormément et de regarder ces endroits où la gouvernance, il y avait énormément de possibilités de s'améliorer, fondations, associations, PME, ETI, et aussi sur des sujets précis, par exemple, quand on a une entreprise familiale, comment on peut la transmettre. Parce que tout ça, ce sont des sujets de gouvernance qui étaient traités, mais
où il n'y avait pas des clubs et commissions autour. Donc ça, c'était vraiment un axe de travail très, très fort. Et le deuxième axe de travail, c'était suite au travail d'Agnès sur toute la loi Pacte, qui finalement a donné une responsabilité accrue au conseil d'administration pour prendre en considération finalement le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est aussi une nouvelle responsabilité qui arrive aux administrateurs et administratrices quand les décisions doivent être prises. Donc ça a été deux ouvertures, une ouverture au monde et une ouverture à toute forme d'organisation sur lesquelles on peut voir aujourd'hui que l'IFA a bien progressé. Merci. Alors, je vais maintenant m'adresser à l'administratrice et à l'administrateur qui règne en vous, avec une question commune auquel je vous demande de répondre assez brièvement pour arriver à l'issue de cette assemblée. Le cœur de l'IFA, au sens propre du terme, est la transmission et le partage de pair à pair sur les bonnes pratiques. Donc, dans l'évolution de ces 20 ans, nous avons vu à quel point la mission de l'administratrice et l'administrateur s'est complexifiée. Quel est pour vous l'élément marquant ou le conseil que vous souhaiteriez souligner ou partager avec l'ensemble des adhérents? On va commencer par vous, Daniel. Oui, Anna Martel, qui est parmi nous, que je salue, me rappelait récemment, 3 ans après la création de l'IFA, on a élaboré 40 recommandations. Recommandations, ce pas des règles. Et puis, à notre journée annuelle des administrateurs qui a suivi, on a invité, je peux donner son nom parce que j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour elle, la présidente du MEDEF de l'époque, Laurence Parisot. Et on a dit à Laurence, qu'est-ce que vous en pensez de nos 40 recommandations? Elle a dit, écoutez, bon, il faut y réfléchir, il y en a qui me paraissent quand même bien difficiles à mettre en œuvre, mais il y en a une de vos recommandations, alors je vous donne mon appui immédiat et sans réserve, la numéro 6. Au moins 20% de femmes dans les conseils dans un délai de 5 ans et sur une base volontaire. Voilà. J'ai repris les 40 recommandations de l'IFA. Elles sont toutes passées dans les bonnes pratiques de gouvernance aujourd'hui. Toutes, sans exception. Visionnaire, visionnaire. Merci à vous tous d'avoir été précurseurs, pionniers. Voilà. Merci Daniel. Chère Agnès. Oui, d'abord, bravo Daniel. Il ne reste plus qu'à faire les 40 nouvelles. Non, je te laisse le faire. Moi, ce que je trouve le plus important aujourd'hui comme bonne pratique, c'est encore une fois le fait que les conseils travaillent. Vous savez, pendant le Covid, il faut tous se souvenir, en mars 2020, on a déjà oublié, on s'est tous retrouvés dans les conseils en disant on ne va plus avoir un sou. Les salariés ne sont plus là, tout va s'arrêter. Et la première fois de ma vie, on se retrouve dans des situations où on ne sait pas ce qui va arriver dans 3 semaines. Quoi. On a oublié. Mais alors, ça a été une sorte quand même de changement de jeu, de gaming change pour les conseils. Parce que je trouve que depuis, même avant, on travaille vraiment sur des questions de fond, de manière sur les stratégies et les risques, mais surtout, pour moi, la meilleure pratique, c'est encore le comportement des administrateurs et faire en sorte que chaque administrateur apporte de la valeur ajoutée. Alors, ça a l'air idiot de le dire, mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un administrateur dans un conseil de rien faire, de ne pas prendre la parole. Oui, mais ça arrivait avant. Hein, et de ne pas avoir une contribution. D'abord, c'est difficile pour lui ou elle. Et donc, la bonne pratique aujourd'hui, c'est les comportements individuels. Et la meilleure pratique, pour moi, c'est de loin le président qui demande, j'ai un conseil demain matin, on a ça de dossier, le président va demander à chaque administrateur, et on a un sujet extrêmement difficile, à chaque administrateur, quelle est sa position. Et ça, avant, ce n'était pas le cas. Avant, on passait 360 slides, c'est quelquefois encore le cas. À 7 h du soir, on dit, attendez, il y a l'acquisition, là, 3 milliards, mais on n'a plus beaucoup le temps. Et maintenant, ça, c'est plus le cas. Et vraiment, la meilleure pratique aujourd'hui, c'est des meilleures pratiques de travail, c'est beaucoup de travail, notamment avec les comités, de travail, de compréhension des dossiers, de compréhension des enjeux et d'apport de valeur ajoutée sur ces enjeux. Et aussi de faire très attention sur l'ESG, je crois qu'elle est partie. Moi, je ne sais pas quelle position va prendre l'IFA. L'ESG, pour moi, fait partie de la stratégie. Faisons très attention à ne pas faire de l'ESG
un bidule à côté, avec 1000 contrôlés par le comité d'audit, enfin des trucs absurdes. L'ESG, la stratégie des entreprises comprend l'ESG. Je ne vois pas comment on peut faire l'ESG à côté de la stratégie. Voilà, et ça, c'est une conviction très profonde. Denis? Ce qui me frappe, c'est la complexité du rôle d'administratrice et administrateur aujourd'hui. On a une complexité avec les sujets que l'on doit aborder. Et tu disais toi-même qu'il faut bosser maintenant avant d'aller dans un conseil. Une complexité aussi parce qu'on a une responsabilité qui s'accroît tous les ans. Et donc, être administratrice, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui disent, voilà, j'ai été patron de tel service, donc demain, je veux être administratrice ou administrateur. C'est un autre rôle, une autre position, et ça s'apprend. Et cette complexité, et depuis peu maintenant, englobe non seulement la recherche de la création de valeur, mais aussi donc, la redistribution de cette création de valeur dans un cercle beaucoup plus grand pour avoir un impact positif aussi sur l'humanité. Donc ça aussi, ça rajoute une dimension complexe dans la décision que doit prendre l'administratrice ou l'administrateur. Merci. Alors l'avenir s'anticipe par l'imagination, mais se construit par l'action. 20 ans déjà, des fondations solides, une mission de l'administratrice et l'administrateur qui devient de plus en plus complexe. Cher Denis, quelles sont les priorités que vous souhaitez donner à ce nouveau mandat ? Alors, on en a parlé, hein, le mandat de l'administrateur et le rôle du conseil est de plus en plus étendu et a de plus en plus d'impact. Alors, je ne sais pas quels seront les thèmes qui seront choisis par le conseil d'administration. En revanche, je peux vous dire ce que je vis tous les jours, que ce soit au conseil de Cofidis, au conseil d'une société familiale, au conseil d'une start-up, et les éléments sur lesquels je dois prendre des décisions pour remplir pleinement mon rôle de membre du conseil. Le premier, c'est comment m'assurer d'une vraie création de valeur et du partage. Il y a eu des débats il y a quelques mois sur le partage de la création de valeur. En gros, c'était est-ce que c'est dividende ou salaire. Ce débat était restrictif. Quand on regarde toute la valeur qui est créée par une société, elle dépasse cette valeur financière. Et finalement, comment on peut partager? C'est non seulement effectivement la rémunération totale des salariés, parce que ça implique le salaire, mais aussi les assurances que l'on peut avoir, la formation. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour les salariés. Il y a la rémunération des dirigeants et après, comment on va motiver les dirigeants pour aller dans telle ou telle direction. Il y a la rémunération des actionnaires, qu'on appelle les dividendes. Mais ça, c'est des 3 différentes distributions de la valeur. Mais il y en a 4 autres aussi. Il y a la politique d'investissement. Si jamais je décide de créer une usine en France, en Europe ou en Asie, j'aurai des coûts différents, j'aurai une redistribution différente. Et donc, c'est aussi une création de valeur, un partage de la valeur. C'est aussi une décision sur le prix que je fais. Réduire des prix, c'est redonner de la valeur, finalement, aux citoyens. C'est aussi un choix de fournisseur. On peut toujours choisir le fournisseur le moins cher. Dans certaines entreprises, dans le partage de la valeur qui est créée, je choisis des fournisseurs spécifiques, je vais pouvoir les faire grandir sur leur territoire. Mais c'est aussi du non matériel. Quand une société investit dans du non matériel, dans des IP et autres, dans de la recherche et développement, c'est aussi du partage de la création de valeur. Et enfin, c'est tout ce qu'une entreprise peut faire pour les ONG sur le territoire. Donc, ce sujet de création de valeur et de partage est vraiment un sujet clé et qui, je ne vais pas dire m'obsède, mais qui est un guide pour la décision. Le deuxième, c'est où se trouve la décision entre le DG, le conseil et les AG. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Historiquement, le DG faisait ce qu'il voulait et l'AG prenait des cafés ou des cigares 4 fois par an. Le conseil 4 fois par an. Et aujourd'hui, on voit l'inverse. On voit l'AG qui dit « je veux avoir des say on pay, des say on climate, des say on ceci, des say on cela ». Et après, ces mêmes personnes disent « je voudrais que 50% du bonus du dirigeant soit sur le climat, je veux que 50% ça soit sur l'égalité, je veux que 50% ça soit sur ceci ». Donc, quel est tout le pet project? On demande 50% du variable des guides de direction. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, l'AG élit un conseil d'administration. De même que dans une démocratie, on élit un gouvernement et on demande à ce conseil d'aider à prendre des bonnes décisions. Donc, le choix de où va être
la décision, finalement, est aussi un sujet important. Et enfin, c'est l'ESG, comme tu en parlais. Enfin, voilà 3 axes aujourd'hui qui m'animent en tant qu'administrateur. Alors, cher Président, merci pour cet instant de regard croisé. Ce sont des remerciements que je porte au nom de l'ensemble des adhérents. Passé, présent, avenir, l'IFA, nous lui souhaitons longue vie. En tout cas, tout est en place pour ce faire. Et maintenant, cher Denis, je te laisse le mot pour la conclusion. Merci à chacun pour cet échange. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais passer